Comment concevoir une formation par concordance pour développer le raisonnement professionnel. Alors, je suis Marie-France Deschênes, je suis de la Faculté des sciences infirmières, je suis infirmière de formation. On a aussi Bernard Charlin là, qui fait partie de des gens qui participent. Donc, Bernard, n'hésite pas à intervenir là, pendant la présentation. Et évidemment, là, Sébastien, là, que vous avez vu dès l'introduction. Alors, aujourd'hui, bon, évidemment, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je commence par des remerciements, en fait, à toute l'équipe de développement technopédagogique. Il y a beaucoup d'avancées pour l'utilisation de la formation par concordance. Donc, il y a des gens qui ont travaillé de près ou de loin. Donc, je remercie toute l'équipe du CPU. Et évidemment, Bernard, là, qui est présent avec nous, donc dès le début des années 80, la fin des années 90, le début des années 2000, il a développé un test, le test de concordance de script. Donc, il y a des avancées depuis les 20 dernières années. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous là, ce matin. Donc, je vais parler de la formation par concordance sur l'environnement Studium. Donc, quand je parle de Studium, évidemment, je parle de Moodle. Je voudrais aussi souligner l'effort, je vous dirais, international pour les développements. Donc, nous sommes une équipe dont je fais partie, M. Charlin, là, pour développer les fonctionnalités là, sur Moodle. Donc, il y a un intérêt, je vous dirais, international sur l'utilisation de la formation par concordance là, sur l'environnement Moodle. Alors, ici, à l'invitation, vous aviez déjà les objectifs de la formation. Je vais sommairement vous présenter les grands principes d'une formation par concordance. Pour susciter évidemment votre intérêt, je vais vous présenter des exemples. Donc, un exemple en sciences infirmières, un exemple en soins d'urgence en médecine, un exemple aussi en éducation, donc pour les gens qui seraient dans l'enseignement. Donc, 3 exemples. Et mon intention, je vous dirais, c'est vraiment de vous outiller à la conception donc d'une formation par concordance, donc les grandes étapes. Qu'est-ce qu'on met en place au niveau de la scénarisation pédagogique, là? Comment on suscite le questionnement, comment on intègre les rétroactions et finalement la synthèse éducative au sein même de Studium, donc de votre environnement numérique. Donc l'objet ici, c'est vraiment d'être en mesure de gérer, de configurer une formation par concordance sur Studium. Donc, on va essentiellement utiliser l'outil, l'activité gestion d'une formation par concordance. En ce sens, je vous dirais que les 2 préalables à cette formation, c'est d'être déjà un peu au parfum des différentes questions qu'on retrouve sur l'environnement Moodle, donc soit le vrai ou faux, questionnaire à choix multiple. Donc, si vous utilisez déjà des questions, ça va. Parce que je vais passer peut-être un peu rapidement sur ces éléments-là aujourd'hui. Je vais les aborder, mais plus rapidement. Et aussi être en mesure de créer un test. Donc, si vous avez déjà ces préalables, ça sera facilitant là, pour vous de poursuivre là, pour finalement configurer une formation par concordance là, sur l'espace Studium. Alors, c'est nos objectifs, là, évidemment, nos intentions là, à l'aide de cette formation. Et je vous dirais que je devrais avoir environ 2 grands blocs là, de 20-30 minutes chacun. Donc, il y aura certainement des périodes là, pour vos questions à mi-chemin et évidemment à la fin de la présentation. Et nous allons aller sur l'environnement Studium. Là, donc, on va faire là, certains tests ensemble. Donc, qu'est-ce que la formation par concordance? Qu'est-ce qu'on veut dire par formation par concordance? Alors, c'est une modalité de formation en ligne parce qu'on a le bénéfice, vous allez voir dans quelques minutes, le bénéfice d'obtenir une rétroaction automatisée à des questions. Donc, on place les participants. Donc, les participants, ça peut être des étudiants, ça peut être des gens en formation continue, en développement professionnel, des gens en pratique. Donc, on place les participants en situation professionnelle authentique. Donc, des situations qu'on rencontre dans notre pratique professionnelle ou dans notre discipline d'études, évidemment. Et là, notre intérêt, c'est d'aller solliciter des micro-jugements sur des questions fréquemment rencontrées dans la pratique. Quand je parle de micro-jugement, c'est que je suis dans mon processus de raisonnement et non dans la finalité. Donc, je peux emprunter plusieurs chemins pour prendre une décision et quelles sont les données qui vont colorer ce processus de raisonnement. Donc, on sollicite des micro-jugements. Et je vous dirais aussi l'originalité de la formation par concordance, c'est que j'ai des panélistes, donc j'ai des membres d'un panel de référence, des panélistes, qui répondent aux questions avant l'utilisation auprès des participants. Donc, ici, l'exercice, et c'est pour ça que ça s'appelle formation par concordance.
dans quelle mesure mes choix en tant qu'étudiant, mes micro-jugements, mes micro-prises de décision dans des situations de résolution de problèmes, là, donc dans quelle mesure mes micro-jugements se rapprochent, ressemblent ou se distancent, concordent en quelque sorte avec ceux des panélistes. Vous allez vous rendre compte dans une formation aussi par concordance qu'il n'y a pas de bonne réponse absolue. C'est pas vrai, faux. C'est pas blanc ou noir. C'est blanc, beige, blanc, neige, gris. Bon, bref, on a plusieurs tonalités, plusieurs chemins finalement qu'on emprunte lorsque nous sommes dans un processus de raisonnement. Donc, c'est vraiment intéressant ici. Et on en parlait déjà hier soir là, lors d'une autre présentation. Ça nous permet un peu mieux d'aider les étudiants à appréhender, à un peu mieux approcher cette incertitude qu'on vit dans nos parcours là, professionnels, là, dans la vie professionnelle. Je vais tout de suite commencer avec un exemple. Visuellement, là, ça pourrait bien vous aider. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est que dans ma thèse doctorale, j'ai développé une formation par concordance pour les étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières ici à l'Université de Montréal. Donc ici, c'est des captures d'écran que je vous présente. J'ai utilisé une autre plateforme numérique, mais ce que vous voyez ici, maintenant, dès la semaine prochaine, vous pouvez le faire sur l'environnement Studium. Donc, je présente le module, par exemple, de formation, mais ça peut être une semaine que j'ai dédié dans mon environnement Studium là, à une activité par concordance. Donc, je présente l'activité à mes étudiants. Je leur dis qu'ils vont avoir sensiblement une dizaine de vignettes. Chacune des vignettes contient 33 à 5 questions. Et leur choix de réponse, ils vont obtenir une rétroaction automatisée. Donc, leurs choix de réponse vont être comparés à ceux de panélistes là, qui ont répondu préalablement à l'outil de formation. Donc, c'est toujours comme ceci. Je présente la formation en elle-même et un aspect très important, si vous oubliez ceci, vous oubliez un principe essentiel dans la formation par concordance, je présente les panélistes qui ont répondu préalablement aux questions. Donc, à ce moment-ci, c'est important en tant qu'étudiant de savoir, mais qui sont ces personnes qui sont prêtées au même exercice que moi? Là? Qui sont ces personnes qui ont répondu à des situations de résolution de problèmes? Donc là, ici, vous voyez, j'avais 12 panélistes au niveau de l'activité que j'ai développée dans la thèse doctorale. C'est pas nécessaire d'en avoir 12, c'était beaucoup 12, mais j'avais 3 modules de formation. Donc, vous pouvez avoir entre 3 à 5 panélistes dans votre outil de formation et c'est suffisant. D'ailleurs, ça pourrait éviter, on va le voir un peu plus loin, mais ça pourrait éviter d'avoir beaucoup de commentaires à gérer sur l'environnement numérique et on veut éviter en quelque sorte là, une surcharge cognitive. Donc, on présente nos panélistes. Moi, des fois, j'ai mis leur courte bibliographie. Vous voulez en connaître davantage sur les panélistes. Donc, on les présente avant même de questionner l'étudiant. Et là, par la suite, on questionne l'étudiant. Je vous présente ici un exemple en sciences infirmières. Donc, c'est le format habituel des questions d'un test de concordance de script, d'un TCS. C'est le format de questionnement finalement qu'on utilise. Et j'ai fait un choix délibéré ici, donc j'attire l'attention aux gens qui seraient dans les sciences humaines, les sciences sociales. Vous allez voir ici par cette vignette que je suis dans la pratique sociale de l'infirmière. Donc, je ne suis pas en train de donner des médicaments ni d'installer un soluté, mais j'accompagne une famille. Donc, on peut présenter des situations comme celle-ci dans une formation par concordance. Il y a toujours la même présentation. Donc, j'ai une courte mise en situation dans l'entête. Madame Jordan, 84 ans, c'est ma mise en situation. Et par la suite, dans l'outil de formation, j'ai la récurrence de la question « si vous pensez à » et qu'alors, votre hypothèse en est maintenant. Alors, si vous pensez à explorer, c'est une option. Dans mon langage, moi, professionnel en tant qu'infirmière, je parle d'une hypothèse d'intervention infirmière, mais c'est une option, c'est une proposition qu'on offre à l'étudiant. Si vous pensez à explorer et qu'alors, là, on introduit une nouvelle donnée, une nouvelle information. Ça peut être un élément contextuel, ça peut être une observation que je fais aussi. Ici, je consulte mon dossier, puis j'ai une nouvelle information. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le lien associatif entre cette nouvelle information, nouvelle donnée qu'on retrouve dans la deuxième colonne, versus l'option de départ qu'on avait proposée à l'étudiant, qui semblait tout à fait pertinente, plausible, mais la nouvelle information ici peut venir minimiser, renforcer ou pas du tout changer. Finalement, ça n'apporte rien, cette nouvelle information, pour appuyer l'hypothèse. Donc, c'est vraiment un exercice qu'on fait de façon récurrente. Donc, si j'ai une question qui se lie à l'horizontale,
J'ai le choix de réponse. Le micro-jugement, c'est vraiment cet exercice-là. Quelle est la force associative entre la donnée et une option? La donnée, une option. Et on répète cet exercice au moins 3-4 fois avec une même situation de Mme Jordan, 84 ans, parce que vous avez une situation comme celle-ci qui est très courte, hein, donc c'est court, j'ai quelques éléments, j'ai de l'incomplétude au fait, je peux avoir un peu plus d'ambiguïté aussi, je peux avoir de la complexité, donc vous avez une situation où est-ce que j'ai pas toutes les informations. Si j'aborde une situation avec un bon raisonnement, je vais avoir au moins 3, 4, peut-être même 5 options en tête. Donc, c'est l'exercice aussi qu'on fait avec l'étudiant. On lui propose 3, 4 possibilités. Donc, ici, je vais revenir là, sur la rédaction d'une vignette là, comme ceci un peu plus loin. Je vous dirais le bénéfice de la formation par concordance, on le voit ici. Donc, pour chaque question, une rétroaction est automatisée. Elle est basée sur les réponses préalablement données par les panélistes. Donc, je ne suis plus seule, moi, dans la classe non plus, ni sur un environnement numérique. Le participant, donc l'étudiant, peut valider comment ses choix de réponse se situent par rapport à ceux des panélistes. Alors là, ici, je me dis, c'est intéressant. Ça me conforte. Je me dis, je suis comme assez près de la forte majorité des panélistes. Mais je peux aller encore plus loin. Donc, j'ai une deuxième rétroaction ici. Je peux explorer les explications des panélistes. Là, OK, oui. Donc, je peux aller voir en quelque sorte le rationnel sous-jacent à la prise de décision des panélistes. Ici, je vous ai mis un exemple, mais je pourrais avoir des commentaires. Moi, souvent, les étudiantes me disaient, moi, j'avais vraiment une certaine curiosité. Allez consulter, mais qu'ont dit les deux experts là, qui étaient dans le négatif. Donc, on a cet intérêt à aller explorer davantage les commentaires des panélistes. Et la troisième rétroaction, après avoir questionné l'étudiant, lui avoir offert une rétroaction qui pouvait être plus ou moins confrontante, j'offre à l'étudiant une synthèse éducative pour approfondir des thèmes. Donc, si c'est moi, en tant que conceptrice, en tant que professeur ou conseiller pédagogique, on introduit ici des liens web, un article à consulter, un guide clinique, vraiment une synthèse, là, non pas pour clore le sujet, mais pour aller plus loin dans les apprentissages. Donc, vous comprendrez, moi, souvent, quand je parle de formation par concordance, je dis que c'est une co-construction d'un outil de formation. Les 2 premières rétroactions sont assumées en quelque sorte par mes panélistes et la troisième rétroaction par le professeur là, qui est responsable de son cours. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais je vais vous présenter d'autres exemples un peu plus loin. Et dans nos prochaines étapes, ce qu'on va voir, vous dites, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez déjà penser à des astuces là, de conception là, dans votre programme de formation. Vous vous posez la question maintenant, comment je rédige les vignettes? Donc, c'est une bonne question. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Et par la suite, je dis, maintenant que j'ai toutes mes vignettes, comment je vais aller configurer le tout dans l'espace Studium? C'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Alors, les vignettes. Ici, c'est un conseil de prof. Je vous encourage à avoir un gabarit de rédaction. Vous le voyez ici, j'ai déjà ma mise en situation professionnelle, mes 3 colonnes. Si vous pensez A égale A, votre option en est. Et j'introduis tout de suite aussi, c'est quoi mon intention pédagogique à la rédaction de cette vignette. Donc, souvent aussi, quand j'ai accompagné des personnes avec M. Charlin, on a accompagné des équipes, on disait aux personnes, ayez un document Word dans lequel vous avez toujours ce gabarit sur une dizaine de pages, si vous voulez faire à peu près une dizaine de vignettes, peut-être même moins, là. Mais si vous voulez vous exercer, j'avais ce gabarit sur 10 pages Word et ça me permettait là, de favoriser la rédaction de tout l'ensemble de mes vignettes. La première étape dans la rédaction des vignettes, c'est choisir les situations professionnelles que vous voyez ici en rouge. Alors, ce sont des situations qui sont pertinentes, prévalentes, significatives dans votre domaine d'études, dans votre discipline, dans votre profession ou à fort enjeu. Donc, ça peut être diverses questions, mais évidemment, si je travaille aux soins d'urgence, je vais penser quelles sont les 10 principales raisons de consultation à l'urgence. Hein. Donc, c'est ce qui va orienter mes situations professionnelles et souvent dans nos programmes de formation, on a déjà des idées là, sur ces aspects. Donc, ma situation professionnelle, elle est courte, elle est rédigée en 2-3 lignes. Ce que je veux, c'est créer un intérêt, donc présenter une situation réelle, mais pas causer trop de bruit non plus à même ma situation professionnelle. Donc, elle est courte, 2-3 lignes, pertinente, prévalente. Donc,
le plus possible près de la réalité, donc une situation authentique. Ici, c'est ce que vous allez trouver le plus difficile. Ben, le plus difficile, ça nous cause quelquefois des migraines, mais c'est tout à fait normal. Donc, nous allons maintenant compléter la première et la deuxième colonne. Ensuite, il faut rédiger en quelque sorte les options et les nouvelles données, donc les nouvelles informations qui viendraient minimiser, renforcer, ne pas changer mon hypothèse ou mon option de départ. Alors, à partir de la situation, donc, il faut toujours penser que nous sommes en lien avec la situation professionnelle que nous avons nommée dans l'entête. On pense à des options plausibles, cohérentes, pertinentes à la pratique, pas des éléments incongrus, là. Donc des trucs qui font du sens. Par rapport à votre discipline, j'en mets toujours 3, 4, maximum 5, parce qu'on sait qu'un professionnel qui raisonne efficacement aborde aussi ce nombre d'hypothèses ou d'options vis-à-vis d'une situation là, qui se présente à lui. Donc, des options qui sont plausibles, cohérentes, pertinentes à la pratique dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, vous introduisez des données qui vont venir renforcer, d'autres fois minimiser, d'autres fois ne pas changer l'option. Alors, c'est là l'exercice ici qui est un petit peu plus migraineux de temps en temps et qui nous demande des efforts. Souvent, d'ailleurs, moi, quand j'ai rédigé ici, où je donnais cette astuce aux personnes, puis ça aidait à comprendre, c'est à partir de votre situation professionnelle dans l'entête, quelles seraient les données que j'irais chercher chez mon patient? Donc, chez la personne, quelles questions je lui poserais, qu'est-ce que j'irais chercher comme données au dossier? Et ça me permet souvent de remplir ma deuxième colonne. Puis là, après, je me pose comme question, mais si j'allais chercher telle information, c'est que j'avais une idée en tête, j'avais une option. Donc, ça me permet, en concomitance, de compléter aussi ma première colonne. Donc, c'était pas toujours ici un processus intellectuel linéaire, là. Ces deux colonnes-là, on les travaille en concomitance. Puis, un autre aspect aussi que je trouve important de vous dire, c'est d'éviter dans votre outil de formation de toujours ajouter une donnée qui va venir appuyer l'option. Parce que si c'est toujours récurrent, ben, l'étudiant est un être aussi intelligent, il va s'en rendre compte. Donc, on va se dire, ah, ben, c'est toujours pertinent, c'est toujours, on fait toujours le même choix de réponse. Donc, ici, vous allez passer un petit peu plus de temps et je vous dirais, on ne travaille pas seul non plus. Moi, souvent, quand j'ai fait des rédactions, et c'est ce que je conseille à tous et à toutes, travailler en groupe de 2, 3 personnes qui connaissent bien leur discipline d'études, bien leur profession et qui vont pouvoir aussi ajouter des nuances, des subtilités, parce que ce qu'on veut ici, c'est susciter la réflexion chez l'étudiant. Un autre truc ici que moi j'aime bien, c'est de tout de suite nommer notre intention pédagogique par rapport à la rédaction de cette vignette. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Parce qu'on pourrait, à quelques reprises, réutiliser une vignette pour différentes intentions pédagogiques. Mais là, ici, c'est bien la nommer parce que ça va orienter éventuellement notre troisième rétroaction, donc la synthèse éducative que nous allons introduire là, dans l'environnement numérique. Alors, je vous montre un exemple que j'aime bien et je l'ai choisi lui aussi de façon délibérée, qui a été conçu. Donc, c'est une vignette qui a été conçue par Amélie Frigo, Véronique Castonguay de la faculté de médecine. Vous avez une courte, hein, vous voyez là en tête, c'est une courte mise en situation. Vous avez 4 options avec des nouvelles données. Et le bénéfice de l'environnement Studium, c'est qu'on peut aussi ici intégrer des images, des photos. Donc, il y a des gens, je sais, qui étaient inscrits à la formation qui sont dans les soins dentaires, en dentisterie, c'est génial. Vous pouvez intégrer des radiographies pulmonaires, des images. Moi, en sciences infirmières, j'ai intégré des images de plaies. On peut vraiment introduire bien des choses, autant dans la première colonne, dans la deuxième. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, possiblement que vous voyez des possibilités là, dans vos domaines d'études. Un élément aussi que j'aimais beaucoup de cette conception là, de mes collègues, c'était leur intention pédagogique que vous voyez dans le bas de page en rouge. Très précis, très ciblé, tout à fait pertinent, donc de discuter de différentes présentations cliniques atypiques des douleurs thoraciques potentiellement mortelles, donc une patiente là, qui se présenterait ici à l'urgence. Et vous allez le voir un peu plus loin, quand je vais vous présenter leur synthèse éducative, qu'elles ont vraiment misé leur troisième rétroaction sur cet aspect. Donc, ça nous permet de trouver vraiment un article clé, un guide clinique vraiment ciblé en lien avec cette intention pédagogique. Donc, ça assure, je vous dirais, une certaine cohérence entre la rédaction des vignettes et finalement le contenu que je vais déposer sur mon environnement numérique. Voilà. Alors,
Ce que moi, je vous encourage de faire, si vous dites, ah, c'est vraiment intéressant, puis oui, ce l'est, je le confirme, vous dites, demain matin, je veux intégrer une formation par concordance. Nous allons dans quelques minutes aller sur l'environnement étudiant. Mais avant, là, possiblement, vous posez la question, combien de vignettes? Alors, on vous donne des chiffres là, pour une dizaine de vignettes qui comportent environ 3, 4, quelquefois 5 questions. Vous pouvez compter que c'est une bonne activité intégrative que vous allez faire auprès de vos étudiants. Donc, souvent, ça peut être en fin de session, à la fin d'une unité. Donc, une activité intégrative de telle nature, oui, je ferai une dizaine de vignettes. Et ça, on peut calculer que ça prend entre 60 à 90 minutes, autant pour les panélistes qui vont répondre préalablement que vos étudiants. Donc, on peut estimer le temps nécessaire comme ça. Par contre, je vous encourage, peut-être si vous voulez faire, puis je vais vous montrer un exemple un peu plus loin, vous pouvez utiliser 2, 3 vignettes. Si vous voulez vraiment aborder un thème précis en classe, et là, ça serait de moins grande envergure, mais ça serait tout à fait aussi intéressant. Vous pouvez susciter la discussion entre les étudiants en votant en ligne là, préalablement, par exemple, là, à la rencontre là, que vous allez faire, là, comme on fait présentement, là, en visioconférence. Donc, je l'ai fait, là, moi, avec un groupe d'étudiants. J'avais 2 vignettes et puis ça m'a permis par la suite de faire une intervention sur Zoom, là, comme on fait présentement, puis c'était tout à fait pertinent. Donc, c'était vraiment selon vos besoins. Mais évidemment, si vous voulez aller de plus grande envergure, mais je vous dirais une dizaine de vignettes, ça va. Ça inclut donc finalement une 30, 40 questions. Et après aussi, moi, les étudiantes m'ont dit qu'il y avait une certaine saturation. Après 1 heure de ce type de questionnement, c'était suffisant et puis peut-être reprendre une prochaine fois. Maintenant, on va voir les différents outils avant que je me déplace là, sur l'environnement étudiant, les différents outils qu'on va utiliser. Donc, pour configurer une formation par concordance sur Studia, à l'aide de l'activité gestion d'une formation par concordance qui vous guide vraiment pas à pas, donc ça va très bien. Mais je vous dirais, soyez méthodique, c'est un conseil évidemment. Nous allons intégrer les vignettes dans notre banque de questions. Donc là, à partir du moment que vous avez votre document Word avec l'ensemble de vos questions, avec vos tableaux, vous allez être en mesure de nourrir en quelque sorte votre banque de questions avec toutes vos questions. Et ça sera la question TCS. Donc la question TCS que nous allons utiliser dans toutes les options de questions possibles. Par la suite, nous allons créer un test parce que pour solliciter nos panélistes, il faut bien leur envoyer un truc et le truc qu'on leur envoie, donc l'activité qu'on leur envoie, c'est un test. Et par la suite, lorsque nos panélistes auront complété et tout, nous allons pouvoir effectuer un suivi à l'aide de l'outil gestion d'une formation par concordance. Donc, sur l'environnement Studium, c'est les 3 outils au fait que vous allez utiliser pour configurer votre formation par concordance. Je vous les présente là, pour déjà vous donner une petite idée avant qu'on se déplace sur l'environnement numérique. Donc, nous allons utiliser la question TCS. Elle est toute nouvelle. Donc, pour les gens de l'Université de Montréal, vous avez dû la voir apparaître. Et ça vous permet de rédiger là, vos questions à partir de votre gabarit. Donc, c'est sensiblement les mêmes éléments que vous allez retrouver sur l'environnement numérique. Ensuite, vous connaissez possiblement l'activité de test. Donc, c'est aussi l'activité que nous allons par la suite utiliser pour constituer notre test et qui sera envoyé à nos panélistes à même l'environnement numérique. Et finalement, ici, vous avez votre assistant qui va vous guider pas à pas pour vraiment configurer votre formation par concordance. Donc, qui sont les panélistes que je contacte? Voici leur adresse courriel. On va le voir, on va le faire ensemble là, dans quelques minutes. Donc, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre par la suite aussi de générer le test pour les étudiants. Et ce test pour les étudiants va contenir l'ensemble des rétroactions des panélistes qui auront été contactés. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes sur Studium. Et là, souvent aussi, vous posez comme question, bon là, les panélistes, qui sont ces personnes? Alors, c'est des personnes qui sont reconnues par leur père, qui
c'est que vous voulez entendre effectivement sur des questions de la discipline, de votre profession. Si vous êtes avec des étudiants, dans mon cas, moi j'étais avec des étudiants, donc j'étais dans un milieu académique, c'était correct d'utiliser des personnes du milieu académique, bon, des professeurs, des gens qui sont au laboratoire, des gens qui s'occupent des stages, qui ont un intérêt, là, puis qui parlent aussi le langage là, pour vous donner une rétroaction aux étudiants, qui connaissent bien les étudiants. Donc, c'était correct là, d'utiliser à ce moment-là des gens du milieu académique. Mais vous pouvez aussi faire appel à des gens des milieux cliniques ou de votre profession. Vous avez certainement des contacts, donc c'est un bon moment là, et les gens souvent acceptent d'emblée. Ils sont heureux de participer, je vous dirais, à un outil de formation pour les étudiants. Ici, si vous les avisez déjà, c'est 60 à 90 minutes. Et ces personnes-là, même si elles ne sont pas de l'Université de Montréal, elles peuvent être intégrées dans l'outil de gestion d'une formation par concordance. Vous allez voir à quel endroit on les intègre. Et ce ne sont pas des personnes qui vont venir interférer votre page de cours, accéder aux notes, aux listes des étudiants, mais pas du tout. Donc, c'est pas des gens qui deviennent des participants à votre page de cours. C'est des personnes qui vont répondre à un test. Donc, c'est vraiment intéressant. Et au niveau du nombre, je vous dirais, pour éviter une surcharge des données qu'on retrouve sur l'environnement numérique et avoir à gérer quels commentaires on introduit et tout. Entre 3 et 5 panélistes, là, c'est tout à fait, on va le voir plus loin, là, c'est tout à fait pertinent. Donc, ça nous permet une certaine variabilité, puis en même temps de ne pas surcharger non plus. Alors, ils sont présentés, je le disais aussi plus tôt, à l'amorce de l'activité en ligne. Et aussi, avec l'expérience, on a appris que c'est important aussi de leur donner des instructions claires aux panélistes parce qu'on n'a pas encore l'habitude de l'utilisation d'un tel outil de formation. Et ces consignes ici, vous allez les retrouver là, dans un document là, que Sébastien vous a préparé. Donc, si vous voulez les réutiliser, il n'y a pas de souci. Donc, on va pouvoir vous transmettre là, ces documents. Mais les panélistes, qu'est-ce qu'il faut leur dire? On leur dit, écoutez, vous répondez sur le vif aux questions. Vous répondez sans consulter vos pairs, les ouvrages de référence. On ne veut pas avoir les savoirs qu'on retrouve finalement dans nos ouvrages de référence, dans les bouquins. On veut entendre, on veut lire vos faits, vos savoirs d'expérience, hein, vos savoirs vivants, vos savoirs dans la prise de décision là, sur le vif, là, par rapport vraiment à votre expérience, votre vécu. Et vous expliquer aussi, c'est bien de leur dire en 2, 3 lignes, là, c'est quoi le rationnel là, par rapport à votre choix de réponse, pourquoi vous avez fait ces choix. Je vais aller plus loin, puis je vais vous montrer un peu plus loin. Moi, je leur mets une page d'instruction avec déjà une question qui a été répondue, puis un exemple de commentaire. Donc déjà, quand les gens voient, ah, OK, c'est sensiblement ce type de commentaire qu'on s'attend de moi, bien, ça les aide là, à poursuivre l'activité. Donc, c'est bon de leur donner des consignes aussi pour les guider dans cette activité. Voilà. Donc là, je serais prête à aller sur Studium pour faire les différentes étapes, mais on pourrait prendre un moment, Sébastien, s'il y a des questions qui ont émergé là, pendant ma présentation. Bonjour, rebonjour à tout le monde. J'inviterai les gens à lever leurs mains pour ceux qui ont des questions, donc pour qu'ils puissent poser la question de vive voix. Donc, Grégoire Haribo, tu as une question. Je t'invite à allumer ta caméra et ton micro pour poser la question. Ok, bonjour. Merci beaucoup pour cette intro. C'est très, très éclairant déjà et ça répond à certaines questions que je pouvais avoir. Voilà, ce que j'écrivais dans le clavardage, on le verra dans la démo tout à l'heure, mais au niveau des rétroactions, est-ce que l'étudiant envoie une par vignette ou vraiment une par question? Il envoie une par question. Donc, ça fait beaucoup de rétroactions pour lui aussi alors. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis une dizaine de vignettes. C'est une activité intégrative là, à la fin d'un cours formatif. C'est formatif, là, évidemment, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que des fois, vous pouvez aller à 2, 3 vignettes là, pour aborder un thème. Puis, effectivement. Oui. Okay. J'en profite d'avoir le micro, puis après, j'arrête. On le verra encore dans la démo, mais je comprends. Donc là, on parle de scénarisation en branchement. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je travaille là-dessus depuis presque 10 ans. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est tout à l'heure, on parlait des
comment est-ce que vous l'avez présenté, des intentions pédagogiques. Est-ce que là, on le verra, hein, mais est-ce que ça rimé aux objectifs de Studium ou au module APC ou c'est vraiment lié à la vignette? Dans mon cas, ici, c'était vraiment lié à la vignette. J'étais très ciblée pour les gens qui conçoivent, parce que des fois, on peut écrire des vignettes, puis on a du mal des fois à lier ça, ou ça n'est pas tout à fait cohérent vraiment avec notre cours. Là, donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc, c'était vraiment, moi, lié, dans ce cas-ci, là, c'était vraiment lié à la vignette. OK, super. On peut aller plus loin, là, mais pour le moment, moi, c'était lié à la vignette. C'est déjà très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question. Donc, Rebecca, je t'invite à allumer ta caméra et ton micro. Allô? Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est que dans une des slides que vous présentiez, Marie-France, il y avait 2 fois la même hypothèse avec une nouvelle donnée, en fait. Donc, moi, j'avais l'impression, mais je ne sais pas si vous pouvez retourner à cette slide-là. Je pense que c'était l'histoire des maladies coronariennes ou je ne sais pas trop quoi. Et ouais, donc c'est ça, la 3 et la 4. Non, on y était. Ouais, ici. Et donc ça, je voulais savoir si c'est quelque chose qui est habituel parce que c'est la première fois que je vois ça. Je pense que je vais poser toutes mes questions, puis peut-être après, vous choisirez dans quel ordre ou lesquelles. L'autre chose, c'est l'intention pédagogique. Des fois, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des intentions pédagogiques par hypothèse. C'est-à-dire que je me demandais si l'intention pédagogique devait nécessairement regrouper l'ensemble des hypothèses, des paires hypothèses données. Et la dernière question que j'avais, c'était, je travaille sur une formation par concordance pour débutants. Et j'avais lu dans un article qu'on pouvait avoir seulement 3 niveaux de choix, donc affaibli, neutre ou renforcé. Et j'ai beaucoup de difficultés à maintenir le côté gris, blanc, blanc-gris. C'est sûr que c'est aussi ce qui est visé par la simplification du nombre de choix, mais c'est comme si on tombe tout de suite dans le blanc et noir, je trouve ça. Donc je sais pas si vous ou peut-être Dr Charlin, vous avez des idées pour plus un niveau débutant, parce que ça, c'est un bon exemple, je trouve, le syndrome coronarien. C'est un bon exemple de niveau plus avancé, j'imagine, pour les étudiants en médecine. Alors, c'était ça mes questions. Merci. OK, parfait. 2 fois la même hypothèse. Effectivement, ça, si vous, dans les années 2000, 2010, où est-ce qu'on était très ancré dans l'utilisation des tests de concordance de script et moins de la formation par concordance, on disait jamais la même option dans une même vignette. Mais ici, puisque l'intention était de distinguer les différentes présentations, ici, mon intention aussi, c'est, mais si je pense à ça comme option, j'ai peut-être une nouvelle donnée. Puis là, ici, on explose, en fin de compte, là, la 3 et la 4, là, on explose les possibilités des nouvelles données qui vont venir renforcer ou minimiser un diagnostic ici médical là, qu'on posera au départ. Donc, on est moins, je voudrais, à cheval, puis peut-être le Bernard pourra ajouter aussi une intervention si nécessaire. Là, mais on est moins peut-être, comment je peux dire, on se coupe pas de cette possibilité d'aller peut-être un peu plus en profondeur ici par rapport à des diagnostics principaux que je pourrais poser en lien avec cette situation-ci, puis d'exploser cette possibilité parce que je pourrais réutiliser la même vignette, mais avec d'autres intentions. Puis effectivement, vous dites l'intention pédagogique, ça, c'est pour nous orienter dans notre synthèse éducative là, qui viendra ultérieurement, mais ça se pourrait. Moi, j'ai pas fait l'expérience encore, mais ça pourrait arriver que j'ai plus qu'une intention éducative, que par moment, j'ai certaines hypothèses, parce que cette même situation, là, je pourrais être dans l'intervention médicale. Là, ici, je suis dans un diagnostic médical, mais là, je pourrais avoir une autre.
et la poursuivre c'est arrivé d'ailleurs là, dans certaines situations où est-ce qu'on poursuivait une même situation où est-ce qu'on avait 3 options diagnostiques au départ, puis par la suite 2 options d'intervention médicale. Donc, je pense que ici l'intention, c'est vraiment pour vous guider là, pour par la suite passer. Mais si j'aborde cette vignette en classe, là, qu'est-ce que je vais avoir comme ressources là aussi? Là, sur quoi je vais miser avec les étudiants? C'est pour cibler vraiment les apprentissages, là, votre synthèse là, qui viendra. Donc, si on est moins perturbé de voir apparaître là, 2 fois la même option. D'ailleurs, j'aurais pu, même plus que 2 fois, je la vois en numéro 1. On la voit 3 fois finalement, mais c'est pour voir les différentes. Ici, on voit les différentes présentations, puis les signes cliniques là, qui pourraient dire ah oui, je pousse, non, je vais moins dans ce sens-là. Et puis, c'est pour pousser l'étudiant à aller un peu plus loin dans son examen physique, puis dans son diagnostic, là, dans ses examens diagnostiques pour porter l'option de départ, le diagnostic. Et oui, effectivement, vous amenez un bon point que je n'avais pas encore parlé. Vous voyez toujours que l'échelle est à 5 niveaux. Hein, fortement affaibli, échangé. Et ici, c'est d'emblée ce que vous allez trouver par valeur, par défaut là, sur l'environnement Studium. Mais effectivement, c'est suggéré avec des étudiants débutants où est-ce que notre intention pédagogique, c'est d'aller justement créer des liens entre les connaissances, les options. Donc, on est plus ici dans le développement des connaissances des scripts, mais c'est des scripts embryonnaires là, qu'on est en train de forger. Donc, c'était recommandé effectivement avec des étudiants débutants d'aller dans affaibli, échanger, renforcer pour un peu positionner l'étudiant puis de l'aider à la construction de ses connaissances. Donc, effectivement, un 3 niveaux est possible avec des étudiants débutants parce que ces nuances de gris là, sont moins faciles en début de formation. Et plus les gens avancent, plus ils deviennent à la fin de leur parcours de formation ou qui sont en processus professionnel. Donc, si vous faites une formation comme ceci en formation continue, c'est fortement encouragé d'avoir ces 5 niveaux là, de choix de réponse, mais pas plus que 5. Est-ce qu'on a... Ah, vas-y Bernard, monsieur. Il y a un petit commentaire sur les hypothèses, la même hypothèse qui est présente dans les différentes questions. Il n'y a pas de péché capital avec ça, là. C'est simplement que dans les tests par concordance de script, comme dans les formations par concordance de script, chaque question est autonome. On ne veut pas que l'étudiant dise « Ah, il a la donnée qui avait la question 1, plus la donnée qui était à la question 3, plus la donnée à la question 4. » À chaque fois, on repart à 0. Donc, c'est pour éviter cette confusion-là qu'on recommandait d'alterner les hypothèses. Mais il est tout à fait possible d'avoir la même hypothèse qui vient là plusieurs fois. Hein. Tout à fait. Ouais, je ne sais pas si je peux rebondir sur ce que vient de dire Dr Charlin, mais c'est comme si pour la formation par concordance, on est vraiment dans un... Ah, je n'ai pas allumé ma caméra. Bon. C'est comme si on est dans un processus qui est tout le temps comme horizontal. Si tu penses à ça, il se passe ça. Si tu penses à ça, il se passe ça. Et j'ai la prof avec qui je travaille me dit « Ouais, mais des fois, j'aimerais ça que les micro-jugements ou les micro-décisions s'enchaînent parce que dans la pratique clinique, il se passe des choses, puis d'autres choses, et il faut continuellement raisonner avec les nouvelles données qui nous arrivent. Et ça, j'ai pas l'impression que la formation par concordance répond à ce besoin-là d'acquérir des nouvelles données et de continuer à raisonner en prenant de nouvelles décisions. C'est comme si je le vois vraiment comme un processus horizontal où à chaque fois qu'on se pose une question, on repart toujours de la vignette, en fait, de départ. C'est tout à fait comme ça. En fait, les formations par concordance ne sont pas faites pour faire une progression de raisonnement. On est dans l'univers des questions possibles dans cette situation-là, et on teste une ici, une là, mais on n'est pas du tout dans le travail il y a cette donnée plus cette donnée-là, puis si j'amène une troisième, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est un autre format de test.
je pense que ça ressemble là, à ce moment-là, ça ressemblerait plus à ce qu'on appelle dans la littérature les patient management problems, mais c'est une formule d'évaluation qui a ses propres inconvénients. Là, je vois que le temps file. J'ai une dernière question pour cette première section, donc j'inviterai Pernel de prendre la parole. Il n'y a pas de caméra, donc Pernel, je t'invite à allumer ton micro et poser la question. On va répondre, puis ensuite, pour les autres, on va procéder à la deuxième partie de la formation. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, je m'excuse, j'ai un ordinateur pré-Covid, alors on n'avait pas prévu d'avoir la caméra à chaque intervention. Je pense que j'ai 3 points, 3 questionnements. En fait, j'apprécie bien les illustrations, ça me donne des idées pour mes cours, mais que je vais devoir transformer. J'avais une première interrogation qui est quelle est la différence entre cette modalité d'enseignement et puis les études de cas un peu plus typiques qu'on voit à travers les écoles de commerce. On nous dit voici la situation 1, à quoi vous pensez, et puis après on passe à la situation 2, etc. J'ai l'impression que M. Bernard vient d'y répondre. Ici, on n'est pas dans une progression d'un raisonnement. Donc, j'imagine que c'est ça le point de différence. Ensuite, j'ai une autre interrogation qui est, vous avez mentionné qu'on n'est pas tant ici dans vérifier des savoirs. Moi, j'ai l'impression qu'on est justement dans vérifier des savoirs peut-être un peu plus complexes ou un peu plus fins que les savoirs qu'on pourrait lire dans un livre et puis retenir facilement. Mais on n'est pas beaucoup dans les savoir-faire ou des savoir-être. Si je me trompe, j'aimerais votre éclairage. Et le troisième et dernier point, c'est cette idée de la concordance entre ce à quoi l'étudiant pense à répondre et puis ce qu'un expert va répondre. Donc, entre ce que quelqu'un qui est sur le terrain répond et puis ce qu'une personne en apprentissage répond. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans conserver le statu quo. Enfin, je suis dans le milieu de la santé aussi, et conserver, mais plutôt dans le volet gestion plutôt que dans le volet clinique. Donc, conserver le statu quo dans la gestion avec tous les enjeux qu'on voit de gestion de notre système de santé. Je ne sais pas si c'est la méthode la plus appropriée pour aller enseigner des nouvelles façons, des façons un peu plus complexes, des savoir-faire ou des savoir-être. C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne façon d'enseigner les savoirs du futur plutôt que de répliquer les anciens savoirs expérientiels? OK. Effectivement, ici, mais moi, je vais aussi rebondir un peu sur la dernière intervention, mais peut-être à la fin. Différence, effectivement, avec études de cas, effectivement, on n'est pas trop dans une progression ici, Dr. Chalin l'a dit. Et peut-être dans les études de cas aussi, on a comme un raisonnement, un jugement un peu plus, je dirais, finalisé. Tandis qu'ici, les situations qu'on présente, c'est des situations mal définies, des problèmes mal définis, où est-ce qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les données et qu'on pousse la prise de décision pendant le processus de raisonnement, mais qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, souvent, moi, quand j'ai vu des études de cas, du moins dans ma profession, les études de cas étaient très denses. Où est-ce que j'ai accès au dossier, j'ai accès aux facteurs de risque de la patiente, j'ai accès à plein d'informations, puis qu'en bout de ligne, j'arrive à un raisonnement, un jugement un peu plus définitif. Donc, effectivement, s'il y a une différence ici, puis on est moins dans cette progression. Par contre, ça me fait rebondir sur la question précédente. Moi, j'ai été un petit peu délinquante là, quand j'ai fait une formation par concordance en sciences infirmières. J'ai demandé à mes panélistes, on ne le verra pas sur Studium, mais j'ai demandé à mes panélistes d'émettre un commentaire après la présentation des 4 questions. Et là, ça a permis à certains panélistes de dire, bien, je ferai ceci avant cela, donc de prioriser leurs options, leurs interventions. Donc là, ici, j'avais un commentaire un peu plus systémique, je dirais, de l'approche en lien avec une situation qui était présentée. Dans les savoir-faire, dans le savoir-être, c'est qu'au fait, il y a des formations par concordance qui ont été développées pour aborder le professionnalisme, des questions éthiques, des questions déontologiques. Donc là, c'est ici l'effort en tant que concepteur, et souvent on se fait aider aussi, on travaille en groupe, d'opérationnaliser en quelque sorte des comportements, puis de voir le point de vue des panélistes par rapport à ces comportements-là ou ces attitudes. Et puis donc ça pourrait être une avenue intéressante là, si on veut aller un peu plus puiser dans ces notions là, de savoir-faire, savoir-être, puis d'aller dans notre synthèse éducative, va chercher, mais c'était quoi en quelque sorte la valeur ou l'article déontologique là, qui est sous-jacent à cette prise de décision. Là. Donc, on peut aller un peu plus loin là, dans la synthèse éducative à ce niveau-là. Et puis, nouvelle méthode pour enseigner, là, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais on pourra y revenir à la fin aussi.
avec la présentation finalisée de la formation. Moi, j'ai l'impression que ça peut aider à ouvrir l'esprit critique des étudiants à ce type de formation, en ce sens qu'on offre plus qu'une option, plus qu'une voie d'entrée pour faire face à un problème, une situation de résolution de problème. Parce que si j'ai juste des fois, on a une vision un peu en tunnel, on peut remarquer ça des fois chez certains étudiants ou même des gens en pratique, c'est ça la bonne réponse. Et là, c'est un peu arrêté, puis on dit oui, mais si je t'ajoute à l'information. Mais là, tu sais, c'est d'ouvrir les possibilités. Et ça, je pense que ça peut être intéressant du point de vue académique, là, de mieux préparer les étudiants à aborder différentes perspectives là, dans la prise de décision là, à la résolution du problème. Mais on pourra y venir là, en fin de présentation parce que je vais aller avec vous sur l'environnement Studium. Alors là, je vais quitter ici. On pourra revenir là, à la fin de la présentation. Donc là, est-ce que vous voyez l'environnement Studium? Je vais enlever les photos. Oui, alors merci pour les questions, merci pour les réponses. Maintenant, on va procéder à la deuxième partie de la formation. Donc, Marie-France, je te laisse la parole et je ferme ma caméra. OK. Est-ce que tu vois la page Studium? J'imagine que oui. Oui. Parfait. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'en arriver à ceci, c'est-à-dire, vous avez votre activité de formation par concordance, on va la faire ensemble, on va la répliquer en haut. Vous présentez la situation, vous présentez vos panélistes ici là, qui ont répondu aux questions et on va finalement construire le test pour l'envoyer à nos panélistes. On va pouvoir gérer la formation par concordance et éventuellement, on pourra intégrer des synthèses là, par la suite, là, des synthèses éducatives. Je vous montre un autre exemple. On va pouvoir, ici, j'avais fait l'exercice justement avec 2 vignettes pour des étudiantes en sciences infirmières qui ont un intérêt pour la formation des sciences infirmières. Donc, avant que j'aie présenté dans le cours qu'est-ce que de la formation par concordance, je me suis dit, je vais leur faire deux vignettes. Donc, j'ai demandé à mes collègues, on s'est prêté à l'exercice. Et ici, ce que je veux vous montrer, c'est que vous, en tant que professeur, vous allez toujours avoir des 3 icônes ici. Un premier icône, votre test que vous allez avoir conçu pour l'envoyer à vos panélistes, votre outil de gestion d'une formation par concordance, donc votre assistant là, qui vous a permis de solliciter vos panélistes et finalement votre test qui sera utilisé par les étudiants. Donc, je vais juste vous montrer rapidement l'effet étudiant. On va prendre le rôle de l'étudiant. Donc, l'étudiant, lorsqu'il va arriver sur sa page, vous voyez, il y a les instructions en quelque sorte, la description, les panélistes, et il accède à son test. Donc, voilà. Ici, je vous encourage toujours, moi j'ai inscrit des instructions. Parce qu'on n'est pas trop familier avec ce type, du moins moi, on n'était pas familier avec ce type de questions en sciences infirmières. Alors, comment on répond aux questions? Je mets un exemple. Donc, ici, non, c'est inchangé. Ça ne change pas ma façon de procéder en tant que professeur. Donc, ici, vous voyez des exemples en éducation. Donc, c'est des infirmières, les étudiantes ici, mais qui sont des futures enseignantes, des futurs profs, des futurs chargés de cours. Donc, ici, mes vignettes touchaient vraiment des scénarios à saveur là, pédagogique. Et je montre aussi un exemple d'explication, des commentaires. Donc, vous voyez ici, c'est le type de commentaire là, dont on s'attend. Donc, je mets une page ici d'instruction qu'on appelle description. Et finalement, ici, vous voyez, j'ai répondu, j'ai fait ça hier soir, là. J'ai répondu à la question, bon, là, l'étudiant, il y a 56%, mais il a réussi l'épreuve finale. Je pense maintenir l'échec. Alors, j'ai la nouvelle information. J'avais cliqué hier soir sur inchanger. J'ai écrit des commentaires, je n'ai pas écrit de réels commentaires, évidemment. Et là, ça me permet de voir avec l'image, mais où est-ce que je me situe? Donc, c'est très intéressant, c'est visuellement intéressant. Et là, par la suite, j'ai accès aux commentaires de mes 4 panélistes. Donc, les 4 madames là, que je vous avais présentées préalablement. Et là, j'ai fait une option aussi pour éviter qu'ici, qu'on sache, là, par exemple, que la panéliste numéro 4, là, c'est Madame Marie-France Deschaines. Donc, pour cacher cet aspect-là, c'est pas tout à fait le cas, là, mais pour éviter là, que le nom des panélistes soit affiché ici, là, j'ai inscrit panélistes là, par des numéros tout simplement.
et je peux poursuivre la prochaine question, et ainsi de suite. Vous voyez ici, on va le faire bon, et vérifier. Et là, j'obtiens finalement les rétroactions. On va aller à la dernière question. Et vous voyez, il y a quand même une certaine variabilité des choix de réponse, mais dans les commentaires, des fois, on se rejoint. Et c'est vraiment des subtilités, des nuances du propos là, du panéliste là, qui viennent nous donner là, des informations fort précieuses là, pour les étudiants. Par la suite, j'ai mis ici... Ah non, j'ai encore une autre question. Voilà. Donc, je vais terminer le test, évidemment. On va aller voir, ça c'était l'effet étudiant. Mais on va aller voir comment nous procédons pour intégrer une formation par concordance. On va faire l'exercice ici, non pas en tant qu'étudiant. Je vais revenir à mon rôle normal. Enseignant, parfait. Alors, je suis intéressée, j'ai développé mes vignettes de formation dans mon gabarit de rédaction. Je peux venir, la première étape que je vous proposais, c'est de venir finalement nourrir votre banque de questions. Donc, vous devez aller dans « Administration du cours » ici, en haut à droite. Vous cliquez et vous activez le mode édition. Non, même avant, je peux tout simplement, c'est vrai, aller nourrir ma banque de questions. Donc, je vais dans « Plus ». Et je vais ici dans ma banque de questions et je vais aller créer une question. Donc là, je veux vous montrer la question TCS. Donc, je clique sur question. Et j'ai déjà pris un petit peu d'avance ici, mais je vais créer ma question de la vignette urgence, là, la première question de la vignette urgence. Donc, je vais créer une question en cliquant ici. Et dans les choix, bien évidemment, j'ai la nouvelle question test de concordance de script. Donc, je clique dessus et je fais ajouter. Et là, évidemment, ici, vous allez voir, ça ressemble vraiment à un questionnaire à choix multiples. Je vais en faire juste une, évidemment, pour pas qu'on perde trop de temps. Donc, je les nomme bien aussi parce qu'à un moment, je deviens un peu perdue dans l'ensemble des vignettes. Et tout simplement, je viens faire un copier-coller à partir de mon gabarit que j'avais développé préalablement. Et là, ici, le texte de la question, c'est ma mise en situation qui vient d'apparaître, une femme de 55 ans, etc. Donc, je ne m'occupe pas des points pour le moment, rétroaction non plus, je n'ai pas besoin de regarder ces éléments-là. Donc, je sais que dans mon intitulé situation, c'est vraiment le texte de la question ici qu'on retrouvera. Okay? Vous allez voir dans quelques minutes. Ensuite, j'ai l'intitulé du champ option. Donc, si vous pensez à, mais j'ai tout simplement venir à mettre ici ma première option, qui était un syndrome coronarien aigu. Et finalement, la nouvelle donnée est qu'alors vous trouvez, mais je viens mettre tout simplement ma deuxième information. La patiente rapporte, voilà, et je l'inscris. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut. Dire, ah là, moi, j'aime pas ça, là, je veux et qu'alors. Donc, vous pouvez changer cette information-là. Votre hypothèse, votre option en est, donc, encore une fois, c'est ce qui est par la valeur par défaut. Vous pouvez conserver option, hypothèse ou un des deux. Donc, je vais conserver votre option en est. Et vous avez déjà les valeurs par défaut par les choix de réponse. Donc, fortement affaibli, inchangé, renforcé, fortement renforcé. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les conserver telles quelles et je vais enregistrer ma question. Donc, ça, c'est la question de type TCS. Vous la retrouvez ici. Là, vous savez que vous pouvez la modifier, la dupliquer. Donc, ça va vite. Là, à partir du moment qu'on peut dupliquer nos questions, on peut voir l'aperçu, etc. Donc, ça va bien. Et ici, je vous la montre très rapidement. J'ai fait une page description que vous pourrez avoir dans le document. Ça me permet de mettre un exemple, de savoir comment répondre aux questions. Et là, c'est parfait. Ça me permet, là, je vais essayer de revenir en arrière. Fermez ça. Donc ça, vous allez l'avoir, la page d'instruction dans vos documents de référence à la suite de la formation. Donc, je vais revenir à mon cours. Donc, ce que je vous encourage à faire, première activité, de venir combler votre banque de questions avec l'ensemble de vos questions TCS. Donc, vous avez créé 5, 2 ou 3 vignettes, vous venez les intégrer dans votre banque de questions. C'est la première activité. Là, ensuite, vous vous dites, je suis prêt maintenant à solliciter mes panélistes. Je veux construire. La deuxième étape, c'est de construire votre test. Donc, vous allez vis-à-vis finalement votre semaine de cours. On est ici, formation par concordance. On pourrait changer le titre. Je vais ajouter une activité, une ressource. Je vais aller ici choisir test. Donc, c'est la deuxième chose qu'on fait, ajouter.
Et là, ben, je vais donner le nom, évidemment, CFPC. Je ne vais pas faire de description, quoi que ce soit. Là. Je ne vais pas paramétrer les éléments, peut-être juste ma mise en page que je veux avoir toutes mes questions sur la même page. Vous pourriez avoir 3 questions par page si vous avez 3 questions par vignette. Et là, ici, ben, j'ai aucune question dans mon test, donc je vais venir modifier le test. Donc, là, évidemment, je vais plus vite sur ces notions, donc mais assurez-vous peut-être d'être un peu à l'aise avec ces éléments. Et là, on fait ajouter de la banque de questions. Je vais ajouter mes questions. Et là, je vais ajouter ma page d'instruction ici, la vignette 1, 2, la question 1, 2, 3, 4 de la vignette 1. Et voilà, donc mon test, il est prêt. C'est excellent. Donc, je vais revenir en arrière. Je pourrais aussi le prévisualiser, là, mais je vais passer outre cette activité. Mais là, attention, votre test, il est ouvert dans votre page de cours. Alors, je vais le cacher parce que je ne veux pas que les étudiants y répondent maintenant. Donc, on a quasiment terminé. On est rendu à l'activité de formation d'une configuration d'une gestion d'une formation par concordance. Donc, j'ai fait mon test. Je veux maintenant l'envoyer à mes panélistes et tout. Donc, je dois, encore une fois, ajouter une activité ou une ressource vis-à-vis ma page, là, ma section. Donc, ajouter ici une ressource, une activité. Et là, je choisis gestion d'une formation par concordance. Donc, vous avez toute la description de ce que c'est, une formation par concordance. Je vais faire ajouter. Et là, encore une fois, je vais lui donner un nom. Donc là, ça, je sais que c'est la formation essai. Description, là, ici, on est en train de paramétrer en quelque sorte là, notre formation par concordance. Donc, description pour les panélistes, c'est simple. On a déjà aussi développé un document pour vous aider. Donc, vous pourrez faire tout simplement, je vous amène ici dans vos documents, faire un copier-coller. Non, c'est pas celle-là ici, je vais aller plus loin. Description pour les panélistes, vous allez le retrouver ici. Merci d'agir en tant que panéliste. Je vous en parlais un peu plus tôt, là. Veuillez faire référence à vos savoirs d'expérience, répondez sur le vif. Donc, vraiment des instructions de départ générales. Ça vous permet de paramétrer le message. Donc, quand le panéliste va répondre aux questions, il va cliquer sur son lien web, là, il va avoir ces informations-là préalablement. Donc, ici, c'est vraiment, on peut aussi décider, là, vous avez tant de questions à répondre, veuillez répondre d'ici telle date. Donc, vous précisez ces éléments-là. Là. Donc, c'est des paramètres d'emblée que vous introduisez ici. Même chose pour les étudiants. Donc, vous avez déjà des phrases prêtes qui pourraient vous aider. Libre à vous aussi, évidemment, les ajuster. Donc, vous avez ça dans le document là, qu'on vous fournit à la fin de cette formation. Donc, même chose pour les étudiants. Ici, les messages doivent être quand même assez courts. Il m'est arrivé de mettre des instructions là-dedans, puis ça l'a comme ça faisait en sorte que mes panélistes ne pouvaient pas aller plus loin. Là. Donc, vraiment des éléments là, synthétisés, des informations générales d'instruction pour toute personne, là, les panélistes et les étudiants. Donc, c'est ça vos paramètres. Il y a 3 paramètres. Le titre, description pour les panélistes, description pour les étudiants. Et là, par la suite, vous faites enregistrer et afficher. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que l'assistant de configuration me guide pas à pas pour la configuration finalement de la formation par concordance et en arriver à générer un test pour les étudiants. Donc là, j'ai fait le premier, j'ai modifié mes paramètres, je viens de les faire. Donc, on m'indique, c'est parfait, Madame Deschênes, vous avez le crochet vert, vous pouvez maintenant passer à la prochaine étape. Je vais sélectionner le test pour les panélistes. Donc, c'est ici qu'on les intègre, les panélistes. Donc, ce n'est pas les nouveaux participants dans votre classe, là, c'est vraiment ici qu'on les introduit. Donc, sélection du test pour les panélistes. On dit, choisissez, Madame Deschênes, votre test. Parfait. Alors, je pense que c'est celui-là que j'ai fait, essai FPC. Fait enregistrer. Donc là, des fois, ça tourne un peu, là, ça prend quelques secondes là, pour digérer la chose là, par le système. Et là, c'est bien fait parce qu'on dit, parfait, Madame Deschênes, votre test contient des questions de type concordance. Et ensuite, on dit, le test contient certaines autres questions. Et là, j'ai dit, ben oui, c'est vrai, j'ai mis une page description pour les instructions. Donc, ça va, je ne suis pas trop déboussolée là, par cette information. Je peux donc revenir en arrière. Voilà. Donc, si vous avez encore ici l'information qu'on nous dit, là, attention, Madame Deschênes, vous avez d'autres questions, mais je sais. Donc, je vis bien avec cette information. Je peux maintenant générer le test pour les panélistes.
Donc, je clique là-dessus et c'est ici, c'est merveilleux, je peux ajouter un nouveau panéliste. Alors, je vais ajouter, bon là, j'ai l'habitude d'inscrire mon nom. Donc voilà, ça va bien, j'inscris Madame Deschênes. Pour le moment, je ne vais pas inscrire de bibliographie, ce n'est pas nécessaire là, pour les besoins, mais ça peut revenir. Et vous pouvez ajouter comme ceci, je vais ajouter Bernard, Charlin, son adresse courriel, mais ça pourrait être son adresse Gmail personnelle. Là. Donc ici, vous pouvez introduire des personnes là, qui sont extérieures. Bon, je vais mettre mon adresse. Ouais. Ça ne fait pas de sens, là, mais je peux mettre comme ceci. Et vous voyez, vous pouvez ajouter comme ça 5, 6 panélistes. Des fois, on peut en solliciter un petit peu plus parce que ce n'est pas tous les panélistes là, qui vont répondre. Là. Donc, des fois, on peut en avoir un petit peu plus. Je peux les modifier, les supprimer. Et voilà. Donc, j'ai fait cet exercice. J'ai introduit des panélistes. Je peux maintenant passer à la phase suivante. Donc, vous voyez, le configurant vous aide là, vraiment à faire toutes les étapes. Je suis rendue à contacter les panélistes. Donc, je clique sur l'icône, puis on me dit, est-ce que vous voulez tous les panélistes, certains, juste Monsieur Charlin? Donc, je vais lui envoyer un message à Monsieur Charlin. Et dès que vous cliquez ici, on les reçoit, là, les courriels. Donc, c'est fait dans l'instantané. Et vous voyez, le système envoie tout simplement cette information avec un lien personnalisé. Donc, je vais l'envoyer là. Et voilà, donc ça, c'est fait. Je vais revenir à ma page. Donc, vous voyez apparaître le test, vous voyez apparaître votre outil de gestion d'une formation par concordance. Donc là, évidemment, je n'aurai pas le temps, moi, en faisant la conférence, de répondre aux questions. Donc, j'ai pris un peu d'avance. J'ai pris un peu d'avance, on va changer de semaine, mais j'ai fait les mêmes activités. Puis ici, on pourra aussi introduire là, la description de l'activité, etc. Mais souvent, ici, j'attends avant d'introduire tout ça parce que ça m'est arrivé de recruter certains panélistes qui n'avaient pas répondu. Donc, j'attends à la fin vraiment de m'assurer dans mon suivi des panélistes là, qui a répondu. Puis par la suite, là, je vais pouvoir venir mettre leurs photos. Donc, j'ai mon test qui a été envoyé, j'ai mon outil de gestion. Donc, on était rendu à cette étape de contacter les panélistes. Alors, vous voyez comme c'est intéressant parce que je peux aussi assurer le suivi de mes panélistes. Donc là, je sais que M. Charlin a terminé son test. C'est merveilleux. M. Michelot est en cours de complétion. Mme Deschênes, c'est fait. M. Sébastien Harel aussi, c'est fait. Donc là, je pourrais me dire, ben là, M. Michelot, je vais le relancer. Donc, vous voyez, je clique sur vis-à-vis son nom et je lui envoie un message. Mais là, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le déranger pendant la présentation. Mais c'est des options possibles. Donc, vous pouvez assurer un suivi comme ça. Donc, si vous avez donné 2 semaines pour vos panélistes, venez voir, ben là, on en est où. Des fois, on peut faire un téléphone au besoin. Donc, c'est intéressant. Je vais revenir en arrière. Donc, une fois que j'ai un nombre suffisant de panélistes, je ne vais pas revenir en arrière, là, je vais revenir ici. Quand j'ai mes panélistes qui ont été contactés, ben là, je suis rendue à la dernière étape finale, générer le test pour les étudiants. Alors, je clique sur l'icône, puis on me dit, Madame Deschênes, est-ce que vous voulez générer, inclure toutes les panélistes? Oui, oui, oui. Et je vais générer le test pour les étudiants. Donc là, j'imagine mon test, il est prêt. Je vais aller voir sur la page du cours, c'est généré. Et oui, donc on voit ici le test apparaître là, pour les étudiants. Que je pourrais évidemment paramétrer, afficher, comme l'exercice qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, votre test, il est prêt. Puis, je pourrais effectivement aller voir les paramètres de mon test. Donc, la description pour les étudiants, sa mise en page. Donc, je peux paramétrer tous ces éléments-là. Je ne vais pas changer quoi que ce soit pour le moment. Ce n'est pas le but, mais je pourrais aller, je vais aller voir là, pour modifier mon test. Je vais aller voir les questions qui sont intégrées. Donc, je m'assure, oui, évidemment, j'ai l'instruction, j'ai la vignette 2, 3, 4. Ah, ici, peut-être que j'aimerais avoir ma vignette un peu plus haute. Bref, c'est pas très grave, mais vous pouvez réajuster à ce moment-ci votre test. Et si vous êtes curieux, curieuse, vous allez vous rendre compte que dans votre banque de questions, toutes vos questions, finalement, ont été dupliquées. Vous avez toutes vos questions qui sont sans la rétroaction des panélistes et vous allez avoir vos questions avec la rétroaction des panélistes. Donc, ça a été complètement là, dupliqué dans votre banque de questions.
Il y a un truc que je me rends compte que je ne vous ai pas dit pendant le processus, c'est quand je générais mes panélistes ici, ajouter un nouveau panéliste, j'ai indiqué mon nom. Mais ça faisait en sorte que vis-à-vis le commentaire de Mme Deschênes, on sait que c'est Mme Deschênes qui a émis ce commentaire. Alors, si je veux rendre les trucs un peu plus anonymes, mais ça sera des nouvelles fonctions qui viendront avec le temps, je peux inscrire panéliste 1 tout en indiquant ici Mme Deschênes. Donc, moi, je sais en tant que conceptrice que Mme Deschênes, c'est la panéliste numéro 1. Et vis-à-vis ces commentaires, j'aurai son numéro et non pas son nom au complet. Donc, voilà, ici, je vais revenir, je vais annuler ça, annuler. C'est ce qui nous permet, c'est les outils là, qui nous permettent là, de concevoir une formation par concordance. Vous allez toujours avoir les 3 éléments. Donc là, ici, ma synthèse éducative, là, je la mettrai après. Ça ne veut pas tout à fait. Là. Ouais. Ma synthèse éducative, là, je viendrai la présenter après, là, la présentation atypique des douleurs thoraciques. Mais j'aurai toujours ces 3 icônes et simplement le dernier test là, sera affiché aux étudiants. Donc là, ici, si je reviens en arrière, si vous dites oui, mais là, comment vous faites pour introduire toutes vos instructions? Je viens tout simplement ici dans le vis-à-vis ma page, dans modifier et je vais modifier ma section. Et encore une fois, on vous a préparé dans le document d'accompagnement à cette formation c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus loin, une description de la rubrique. Donc, ça peut vous aider. Mais évidemment, vous pouvez l'ajuster et vous permettre là, de présenter vos panélistes. Donc, je vais tout simplement faire un copier-coller. Et puis, quand vous avez finalement la photo des panélistes, au fait, moi, j'ai fait une capture d'écran que j'ai transformée en image. Puis, j'ai introduit tout simplement ici, par l'image, l'onglet que j'ai ici, là, ça m'a permis d'introduire la photo des panélistes. Donc, vous voyez, on a sensiblement des éléments d'information qu'on pourrait ajuster. J'ai la photo de mes panélistes, donc ici, c'est la duplication là, de ce que je viens de vous présenter. Et puis, des 3 icônes, puis des synthèses que je peux introduire ici. Ça peut être un lien web, ça peut être un article à lire, un guide clinique. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est sur Studium. Si je reviens à ma présentation PowerPoint, puis on pourra par la suite passer aux questions parce qu'on aura du temps. Ça va bien aller. Parce que j'aime bien vous... C'est ça, voilà. Donc, la configuration sur Studium, ça m'aide, moi, d'être assez chronologique, méthodique là, dans mes activités. Première chose à faire, qu'est-ce que je fais? Je rédige mes questions. J'utilise la question de type TCS. Dans les possibilités des questions qu'on a sur Moodle, j'utilise la question de type TCS. J'ajoute une activité test. Et par la suite, j'ajoute une activité gestion d'une formation par concordance. Je choisis le test à utiliser. J'introduis aussi des instructions. C'est toujours aidant de mettre des instructions. Puis ça me permet par la suite de solliciter mes panélistes, d'effectuer le suivi, etc. Et je peux par la suite, une fois que mes panélistes, là, j'ai sensiblement un nombre intéressant de panélistes qui ont répondu, je peux constituer le test pour les étudiants. Et ensuite, j'affiche le test. Là, j'ai passé plus rapidement, là, mais vous pouvez paramétrer là, toutes vos options au niveau de l'affichage. Nos collègues là, du CPU, Studium, ont développé vraiment beaucoup d'outils d'aide pour vous aider. Donc aujourd'hui, c'est déjà une amorce, là, mais vous avez toutes les références d'aide. Qu'est-ce qu'on fait pour l'activité d'une gestion par concordance, d'une activité par concordance. Donc, on active le mode édition, on va vis-à-vis. Ici, on ajoute l'activité, gestion d'une formation par concordance vis-à-vis notre section, notre semaine. Ensuite, on ajoute évidemment l'outil et on remplit les champs, le nom, description pour les panélistes, description pour les étudiants. Donc ça, vous avez ça dans les documents d'aide et vous arrivez à l'assistant de configuration qui vous guide pas à pas pour le contact, le suivi et finalement la génération du test pour les étudiants. Vous avez aussi une capsule, donc toute la documentation se retrouve là, dans les outils là, développés là, par l'équipe Studium CPU, etc.
Vous avez aussi une capsule vidéo qui a été faite, elle est très bien faite, d'environ 8 minutes, donc ça vous aide à revoir les différentes étapes. Et peut-être qu'il y a des gens externes à l'Université de Montréal, les 2 plugins là, qui ont été développés là, sont approuvés et disponibles. Donc, vous les avez ici là, en référence. Mais là, évidemment, la formation que je vous ai faite là aujourd'hui, c'est selon l'état du jour, l'état des connaissances du jour, et ça va très rapidement, présentement. Il y aura 2 types de questions à venir, questions de raisonnement et questions de concordance de jugement. Et par la suite, l'option pour afficher ou non le nom du panéliste. Donc, concordance de raisonnement, c'est ce que je vous ai montré depuis le début, c'est la question TCS. Mais maintenant, dans quelques temps, peut-être d'ici une semaine, mais c'est déjà prêt, là. Je dis une semaine, peut-être pas une semaine, mais prochainement, la question TCS s'appellera concordance de raisonnement, tout simplement. Et vous avez aussi l'option concordance qui viendra de jugement. Alors, vous voyez ici que j'ai pas 3 colonnes et j'ai pas la valeur d'un dans les choix de réponse. Donc, c'est totalement inacceptable, inacceptable ou acceptable, d'un côté ou de l'autre. Et ici, ça peut être intéressant pour des questions éthiques, déontologiques. Donc, c'est des nouveautés là, qui s'en viennent. Vous avez évidemment, là, si vous avez de l'intérêt, et on espère avoir suscité votre intérêt, il y a un article qui a été publié dernièrement sur la formation par concordance, évidemment pour les gens qui sont dans les sciences de la santé, mais je suis certaine pour toute autre profession là, que vous pouvez vous nourrir là, des principales étapes à parcourir pour faire une formation par concordance. Et vous avez le site web du CEPAS où est-ce que vous avez toute une bibliothèque là, des articles, des études qui ont été menées sur les tests de concordance de script et la formation par concordance. Et nous sommes évidemment disponibles là, pour répondre à d'autres questions et je pense qu'il nous reste du temps. Donc, on va pouvoir avoir du temps pour répondre à d'autres questions. Oui, avant de procéder à la dernière partie des questions, je vais juste partager mon écran pour présenter le fameux document qu'on parle. Donc, le voici. Est-ce que vous, Marie-France, tu vois bien mon écran? C'est le bon écran que je projette, parfait. Donc, c'est ce que je vais vous envoyer à la fin de la formation. Donc, pour toutes les personnes qui se sont inscrites à cette formation-là, donc, logiquement, j'ai vos courriels. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais vous envoyer le guide. En gros, c'est vraiment quelque chose pour vous donner un coup de main pour accélérer la mise en place de formation par concordance. Donc, voici, c'est un guide d'aide Studium. L'idée ici, c'est vraiment ici, c'est de mettre en place votre première formation par concordance. Vous pouvez copier-coller les descriptions en italique ci-dessous, puis les ajuster aux besoins pour vos activités. Donc, puis on a aussi mis en jaune les parties importantes à changer. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons ici plusieurs éléments. Donc, pour chacune des parties que vous avez vues dans le Studium. Donc, et voilà. Donc, c'est ça aussi. Puis, on va aussi fournir le gabarit parce qu'il y a une participante qui a demandé à avoir le gabarit c'est avec les 3 colonnes vides, Marie-France. Donc, aussi, on va vous envoyer ça. Aussi, dernier point, cette séance est enregistrée, donc ça va être déposé sur le site du CPU. Le document aussi va être déposé sur le site du CPU. Donc, on va y aller avec la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à lever votre main et on va y aller personne par personne. Donc, c'est simple, c'est vous allumez votre caméra et votre micro et vous allez pouvoir procéder avec vos questions. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Ça, je vais juste vérifier. Peut-être, oui, il y a un truc de Grégoire, oui. Vu que nous sommes dans une approche, peut-être Bernard là, pourrait annoncer aussi, parce que je sais qu'il y a eu des échanges là, cette semaine là, pour le score. Donc, vu que nous sommes dans une approche formative du raisonnement, préconisez-vous de pondérer l'activité de test, question à 0, pour rien, en tout cas, la gestion du carnet de notes. Qu'est-ce qu'on fait? Le carnet de notes et puis le suivi des réponses, justement, pour analyser les raisonnements. Mm-hmm. Pour l'instant, dans la première année des développements, on a privilégié le volet formation, les formations par concordance, mais à l'avenir, il va y avoir un développement pour développer l'aspect donner des scores, et c'est en route, et puis
je pense que c'est plus avancé qu'on pensait. Donc, ça devrait venir assez rapidement. Mais là, si je vous suis, vu qu'on est vraiment dans un positionnement de formation et pas d'évaluation, est-ce que là, ça se tient si on dit que finalement, on pousse rien dans le carnet de notes? La politique des notes vis-à-vis de ça est encore à définir. Qu'est-ce qu'on commence? Pour l'instant, c'est un outil de formation où les gens peuvent s'auto-évaluer, s'auto-calibrer, se former en regardant les réponses des panélistes. On en est là. Mais oui. Tu sais, au fait, présentement, on a tendance à dire l'étudiant le fait, d'accord, tu sais, il obtient, c'est réussi. Puis on n'a pas, parce que l'ancienne méthode de calcul des tests de concordance de script, c'est à partir du moment qu'une réponse était modale, qui était la plus populaire auprès des panélistes, c'est celle-là qui donnait le point à l'étudiant. Okay. Et les autres réponses, on obtenait un crédit partiel. Donc, c'est la méthode de score combiné, mais c'est difficile des fois à traduire sur l'environnement numérique. Donc, c'est encore en cours de processus, là, comment on va établir les scores. Est-ce que c'est tous les points, c'est la moitié des points ou c'est pas de points? Mais à partir du moment qu'un panéliste a fait un choix de réponse, que c'est plausible, ben, l'étudiant obtenait un crédit de points. Donc, on avait des calculs mathématiques un peu plus élaborés, là. Donc, ça, c'est à venir. Mais on a entendu cette semaine que c'était quand même assez avancé, alors, dans les développements. Donc, Parfait. Donc, on va attendre un peu. Donc, merci beaucoup pour votre question. Il n'y a pas d'autres questions. Ce que je peux voir, j'ai aucune main levée et j'ai aucun commentaire ou question dans le clavardage. Donc, je crois que donc c'est terminé. Donc, un mot de la fin, Marie-France et Bernard? Ah ben merci beaucoup pour l'invitation, c'est intéressant. Ben moi, je trouve ça intéressant de le présenter puis de voir les questions qui émergent aussi là, pendant les présentations. Donc, on aura certainement l'occasion de poursuivre et puis de présenter autre chose là, parce que ça évolue là, très rapidement. Donc, merci aussi à Bernard d'avoir été présent puis merci Sébastien de l'invitation. C'était très intéressant. Et merci à vous deux aussi de votre présence, votre disponibilité justement à construire cette formation-là pour la communauté. Et dans la section clavardage, il y a plein de remerciements pour vous tous. Merci beaucoup, bien outillé, super intéressant. Donc, bon Dieu, si on pouvait vous lancer des fleurs, hein? Oui. Donc, je vous souhaite tous bonne journée à tous. Et juste un petit rappel, c'est ça, la semaine prochaine, on va tous déposer la formation, les documents en ligne sur le site du CPU dans la section guide et webinaire. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci Marie-France. Merci Bernard.